Bonjour à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN pour la conclusion de l'Asgard Summer Bash 2020 qui s'est déroulée dans la boutique d'Asgard à Rouen. Très belle boutique que je vous conseille ardemment. Bon, l'organisation a toujours été top dans cette boutique par Seven et par Jérôme, donc je les remercie tous les deux pour tout ce qu'ils ont pu faire. C'était vraiment cool de revenir sur un tournoi IRL. Et puis toujours des tables super, faciles à jouer, des décors corrects, pour certains très très beaux. Et du coup, on a vraiment passé tous un très très bon moment, bien accueillis, on a bien mangé, donc c'était vraiment top. Je vais revenir sur mes résultats. Alors, en partie 1, j'étais pour rappel contre Cheveux, en partie 2 contre Volta, en partie 3 contre Lotorus, en partie 4 contre Colril, et en partie 5 contre Michael, à chaque fois donc sur Capture the Flag, Spoil of War, King of the Hill, Hold the Ground et Breakthrough. Donc voici mes estimations qui étaient faites connaissant que les listes, évidemment. Je ne savais pas que j'allais jouer tel scénario contre tel adversaire. Et j'avais fait une estimation pour tous mes potentiels adversaires. Donc j'avais été estimé à 10 sur la liste de Cheveux. Le plus souvent sur le Warrior of Dark God, je me mets sur un 10. Parce que, en gros, ça va dépendre vraiment. Ça va vraiment dépendre de ma capacité à tirer et de prendre l'avantage sur le corps à corps. De prendre l'avantage sur les charges surtout. Je pense qu'à distance, je peux leur faire très mal parce qu'ils ont peu de figurines. En ce moment, ce qui se joue beaucoup dans toutes les armées, mais particulièrement sur les Warriors, c'est les figurines uniques à plusieurs points de vie. Et pour ça, le Trial of Face, le Hand of Heaven, qui est un très bon blast, mais qui ne peut pas gérer la grosse masse. Maximum, vous faites 7 touches. Vous pouvez pas balancer 2d6, 3d6. C'est bien contre les figurines uniques avec beaucoup de points de vie. Bien sûr, les tirs poison. Bon, les bombardiers ils peuvent gérer aussi la masse. Et puis le canon. Donc voilà. Donc quand j'ai vu la liste de Cheveux, je me suis dit, il y a quand même moyen d'eux. Mais évidemment, quand ça arrive au corps à corps, les Chosen par exemple, ils peuvent me déboîter la tronche. Donc voilà. Donc sur un 10 pour Cheveux. Un 7 pour Voltar, donc lui il joue Warrior of Dark God également, mais avec les grosses briques et compagnie et le Doomlord, je me voyais encore plus mal que sur les autres WODG. Donc le Tauros, comme je vous l'ai dit, 10 sur les WODG. J'ai essayé de faire abstraction, bien sûr, des joueurs en faisant les estimations. Coloril, je savais pas trop ce que ça donnait, mais bon, une armée de tir elfe, ça fait très très mal, donc je m'étais mis sur un 7, parce que je sais que je perds le duel de tir, c'était vraiment scénario dépendant. Et Michael, c'était sur un 15, parce que, certes, c'est une armée de tir, mais ça, je sais que je peux le rusher. Il a pas grand chose pour m'arrêter au corps à corps. Bon, on a vu que le Colossus m'a fait extrêmement mal au corps à corps. Je pensais pas, mais typiquement, moi, le Colossus, c'est le genre de truc que je dois viser en premier. Même dans ma réflexion initiale, c'était se débarrasser de ce truc en premier, parce qu'il peut faire très très mal. Donc si on suit ces estimations, je devrais m'en sortir avec un 49, c'est-à-dire juste en dessous de la moyenne. En considérant les scénarios, et les déploiements, donc la table. Donc l'estimation pondérée, ça donnait un 13 contre Cheveux, un 7 contre Voltar, ça changeait pas, un 7 contre Lotorus, un 10 contre Colril, puisque j'étais un peu mieux avec le centre, et un 15 contre Michael. Voilà, donc il y avait des choses qui changeaient pas trop, mais on voit que au total, ça me donnait une estimation pondérée totale de 52. Donc on est un petit peu au-dessus de la moyenne, ça tourne autour des mêmes trucs, il n'y a pas de grands changements en termes d'estimation et d'estimation pondérée. Et au niveau des résultats, pour rappel, donc j'ai fait 6 contre Cheveux, 16 contre Voltar, 5 contre Lotorus, 8 contre Colril et 15 contre Michael, qui est ma seule vraie estimation qui est correcte au final. Donc on voit que mes estimations sont pas totalement bonnes, même pas bonnes du tout. Après, c'est dépendant de beaucoup de choses, du joueur, des jets de dés, ça joue aussi également. Je pense par exemple aux 2 premières parties, l'une en ma faveur et l'autre en ma défaveur. Au final, donc, on a fait 50 points tout rond. Donc, au final, mon estimation sur le tournoi, elle est plutôt bonne. J'étais en 49-52, je passe à 50. Mais bon, de partie à partie, l'estime n'était pas si bonne que ça. Donc, ça nous fait du 50 sur 100 et ça me fait donc un 10 sur 20, vraiment la moyenne pile poil. Alors, un petit peu déçu. Honnêtement, je suis un peu déçu, je m'attendais à faire mieux que ça, indépendamment des listes, indépendamment des joueurs, je me voyais pas faire du milieu de tableau. La première partie, je me suis dit, waouh, je pensais la gagner, vraiment, je pensais la gagner. Alors après, vous voyez différents choix au niveau du Triskel. Par 2 fois, je n'ai pas pris l'opportunité d'attaquer le Vampire Covenant. Et j'en ai discuté avec Seven, qui est joueur Vampire Covenant notamment, et il me disait, en fait, t'as peur des spectres. Newt, qui a gagné le tournoi, et qui joue Infernal Dwarfs, mais qui joue également Vampire Covenant, était d'accord. Il dit, en fait, les spectres, t'as tellement d'attaques, si jamais t'arrives à les choper, tu vas le saturer, et puis au bout d'un moment, il va rater ses invus, et puis il va dépop, tout simplement. Donc voilà. Bon, après, ça veut pas dire que la liste de Gajal est à affronter. Il y avait d'autres choses que ces 2 unités de spectre, évidemment, et puis bon, il y a le joueur qui est quand même d'un bon niveau, donc. Mais voilà, que j'aurais pas dû le choisir plutôt que de choisir Luthor, contre qui je sais que j'ai du mal, j'ai jamais gagné contre Luthor, donc voilà, et donc je pense que je fais des erreurs dues au fait que je sais que j'affronte un joueur qui m'est supérieur en termes de technique, et donc ça creuse la différence, que j'aurais dû défier Colril. Bon, là, en sachant que c'était pas un bon match-up pour moi non plus,
en tout cas d'après ce que j'en pensais. Comme vous avez vu sur la partie, il y avait moyen que je la gagne si j'avais été un peu plus offensif. Donc voilà. C'est une petite conclusion pour dire que je suis un petit peu déçu de mon score, mais que je suis quand même content d'avoir fait la moyenne. Voilà, on va faire comme ça. Je suis très content de la liste. En fait, elle est plutôt bien équilibrée, il y a une grosse puissance de feu, même si au final, je manque d'un truc à chaque fois. J'ai l'impression qu'il manque un petit tir, vous savez, pour finir le dernier PV d'un truc ou quoi. Peut-être rajouter du tir encore, tant que je peux. Mais non, j'en suis plutôt content. Bon, le chaman, il est parfait. Le commandement 9, bon voilà j'ai raté. Parce que là, je vous les ai pas tous dit, je vous laisse de discipline les principaux. En fait, en tout et pour tout, j'en ai raté 14. Tests à 8 ou à 9, reroll. Ça fait donc 28 tests à 8 et à 9, sur tout le tournoi. Et ça fait beaucoup, je trouve. Alors, vous allez me dire, ça fait aussi beaucoup de tests à faire. Est-ce que tu n'aurais pas pu faire en sorte de ne pas les faire, ces tests ? Très certainement, évidemment. Mais voilà, je sais qu'on joue pas à Statammer, c'est pas mon genre de me cacher derrière les jets de dés, mais là c'était pénible en fait, ça devenait pénible. C'est pour ça que, et d'ailleurs je m'en excuse auprès de Michael, je suis quasiment sûr qu'il ne m'en voudra pas. Voilà, j'ai pas été de très bonne humeur pendant une partie de notre game, alors c'est d'autant plus énervant pour l'adversaire. Non seulement je suis pas de bonne humeur, mais en plus je gagne 15. Mais voilà, les tests, voilà, entre les tests à 9 ratés en reroll et les charges à 4 ou 5 sur les dés, en lançant 2 dés, et pas capable de faire autre chose que 3, au moment clé, en fait, évidemment, c'est hyper frustrant, en fait. C'est hyper frustrant de se dire, j'ai des opportunités, je peux les prendre, je suis bien, il me faut un score tout petit, très facile à faire, et les dés ne veulent pas. Bon, après, c'est aussi le sel de notre jeu, c'est la part de chance, la part d'aléatoire, et on ne va pas se cacher derrière non plus pour justifier des débâcles ou des victoires adverses, clairement. Donc voilà, donc la liste elle est très bien, donc le général j'en suis très content malgré tout, le 9 reroll, même si comme je l'ai dit là j'en ai raté vraiment pas mal, c'est un petit peu mon habitude, mais je suis quand même content et c'est très confortable quand même d'avoir un 9 reroll, une reroll sur 18 pouces, ça permet de faire des trucs, ça permet de tenter des choses qu'on pourrait pas tenter en étant au commandement de 8 ou de 7 sec. La BSB, rien à dire, parfaite. Bon, ça fait toujours bizarre d'avoir des personnages qui ne sont pas protégés avec une invue ou une régène. Bon, voilà, c'est comme ça avec les ogres. Donc, elle est un peu comme les mercenaires, en fait, c'est de la glace canon, elle est très forte en attaque. En sucre derrière, quoi. Bon, elle est quand même en du 5 avec 4 PV, donc c'est pas non plus nul, attention. La RM4, toujours très content, à chaque fois je le répète, même si mes adversaires connaissent, la combo, si on peut dire, des 2 Aether Icon avec l'Obsidian Rock pour avoir 4 de RM. À chaque fois qu'on le répète, ah oui, c'est vrai, t'as 4 de RM. Et parfois, ça fait changer de cible, ça fait changer de sort, enfin bon, les gens réfléchissent, donc je garde cette RM qui est pour moi très très bonne, et qui est la façon la plus simple de protéger mes personnages. Le chasseur, j'en suis très content, la Crown of Wizard King, j'ai pas pu vraiment l'essayer, parce que je suis tombé 3 fois de suite sur le même domaine, donc au final j'ai testé 3 domaines dans tout le tournoi. Alors attention, tomber sur de l'évoque, contre du Warrior of Dark God, c'est très très bien, donc je me plains absolument pas. Mais j'ai pas pu trop la tester, par contre ce que j'ai vu, c'est que, vu comment je joue mon chasseur, c'est-à-dire sur un flanc, je suis rarement à distance pour utiliser le sort sur le reste de l'armée. Pour lui et pour les Sabotus Tiger, il pourra l'utiliser. Je vais prendre un exemple très concret, la dernière partie contre Michael, j'avais la Witchcraft quand on joue percé, c'est quand même génial, je l'ai pas lancé une seule fois, parce que je n'avais pas de scoring à portée de ma magie, pour pouvoir les catapulter, les faire passer au-dessus, par exemple des Necropolis Guard, vous imaginez, j'aurais pu faire passer par exemple les Bruisers au-dessus des Necropolis Guard, les mettre devant les archers, et alors là, pour Michael, c'est la PLS totale, quoi. Peut-être jouer le chasseur un peu plus central, mais c'est plus compliqué. J'ai envie de continuer avec cette crone, donc je vais continuer avec ce chasseur qui est magicien, mais dans une configuration peut-être différente en termes de liste et en termes de déploiement surtout. Les bases, les bruisers, comme d'habitude, quand je vois ma liste, je me dis, c'est beaucoup de points pour 8 mecs qui tapent à 10-0. Mais ils font le taf, parce qu'ils balancent beaucoup d'attaques force 6 à P3, ça peut tuer des monstres, ça peut tuer de la masse, ça peut faire pas mal de choses, c'est une scoring assez solide, somme toute. Mais à voir si je les remplace pas un jour par des barrettes, pour avoir plus de choix sur le scénario. En attendant, ça reste un bon pack, et puis contre l'elfe, vous avez vu, ça fait quand même un pack de sécurité pour les personnages qui est quand même très très bon. Bon, les scraplings, toujours au top. Je reviens pas sur mon amour des scraplings, le jour où il y a des personnages de scrappling qui sont créés. Bon, la version légendaire du livre d'armée, j'espère qu'il y aura un personnage de scrappling, c'est vraiment quelque chose qui me plairait. Il y a aussi l'option de faire des bases avec full scrappling, à voir peut-être. C'est une autre optique de liste, ou pas d'ailleurs, parce qu'ils peuvent être tireurs,
peuvent être archers, nos petits scraplings, et puis ils peuvent avoir des armes de jet. Donc à voir, ça c'est vraiment un truc que je vais réfléchir, en parlant, en déconnant avec les copains, mais je vais y réfléchir un peu plus sérieusement. Les Saber-Tooth Tiger en meute, c'est vraiment très sympa. Comme je l'ai dit, hein, on n'attend pas grand chose d'eux, mais quand ils font quelque chose, ils le font. On l'a vu contre l'Undying Dynasty, c'était magnifique. Même le luxe d'en avoir un qui survit à la fin, donc ça c'est quand même cool. Après, c'est vrai que, bon, c'est pas scoring, ça n'a pas d'armure, ça prend de la place, ça a des défauts malgré tout. C'est à voir s'ils peuvent pas être remplacés par une autre unité scoring, ce dont manque un petit peu ma liste. Bon, les mercenaires, je reviens pas dessus, c'est du glace canon, c'est très fort en attaque, c'est très faible en défense. On connaît les avantages des mercenaires, même en V8, donc même du temps de battle, la configuration avec les flingues, le poison, la curette, ça existait déjà, c'était déjà très fort. Bon, le poison, hein, toujours très aléatoire, évidemment, ça peut tout faire comme rien faire. Il est déjà sorti un monstre quasiment que au poison, et puis bah là, dans ce tournoi, le dimanche, en cumulé entre ma partie contre l'elfe et contre l'Undying Dynasty, je me suis fait plaisir de n'avoir que 3 poisons en tout et pour tout. Et pourtant, j'en ai lancé des dés avec les mercenaires, que ce soit au tir ou au corps à corps, ça explique notamment la débâcle face au Colosse, parce qu'il n'y a pas de poison qui passe, et c'est ma force contre des blessures automatiques à P2, le Colosse, il aurait pu ne pas s'en remettre, et puis là, la game partait sur un 20-0. Mais voilà, donc le poison, toujours très intéressant, surtout à ce volume de tir, mais parfois, les ballons poisonnés sont restés au camp, et puis on est mieux avec des balles normales. 2 kiniteurs géniaux, bon, là il y en a un, il m'a fait un coup d'arriver au tour 6. Contre Michael, mais c'est pas très grave, hein, ça arrive très rarement, ça donne vraiment beaucoup de possibilités, l'embuscade, donc puis le kiniteur déconne 0, et en plus quand il est posé sur table, ça fait une pose pas chère, qui prend pas de place, qui peut aller vite se remettre à un autre endroit, et qui peut vraiment embêter l'adversaire, donc non, vraiment très bon le kiniteur. Les Scrappling Trappers, comme leurs copains en base, je les adore. Le coup des pièges, c'est toujours très drôle. Bon, là, j'ai pas fait de choses très intéressantes avec les pièges. J'ai quand même fait un PV dans un prince déjà bien, que ça me fait toujours délirer de faire des pièges. Ouais, j'ai testé d'autres trucs avec les Scrappling Trappers. Il y avait des choses pas déconnantes. Bon, j'ai pas pu les conclure, les concrétiser forcément, mais je continuerai parce que j'aime beaucoup cette unité, elle est pas chère. Après voilà, bon là j'en joue 6 parce que j'ai 8 points en trop, mais sinon par 5, hein, ça revient strictement au même. Et c'est le même prix qu'un Saber-Tooth Tiger en solo. Pas le même boulot qu'ils font, hein, vraiment. Donc c'est de la redirection, mais ils font pas de la même façon. Peut-être un mix des deux, ça peut être intéressant. Les bombardiers par 6, moi j'aime toujours, hein, avec le champion. Bon, là ça m'a moins servi, j'ai pas utilisé le souffle. Les bombardiers par 6, c'est pas mal. Après, c'est vrai que avoir 2 fois 3 bombardiers, au-delà du fait que ça coûte moins cher, ce qui est déjà une bonne chose, là ça fait que j'aurai plus de scoring et je pourrais peut-être me débarrasser de petites unités plus rapidement parce que je pourrais dispatcher mes tirs. Je perdrai pas de tirs au final, mais je pourrais dispatcher mes tirs, je pourrais me permettre d'en sacrifier une tout en ayant une autre qui continuera à tirer, donc ça aussi, je pense que je vais finir par passer sur 2 x 3. Et puis bon, le canon, voilà, le canon, il peut tout faire ou rien faire, on l'a vu. Il peut se péter tout seul, il peut se faire fumer parce qu'il attire les tirs lourds, il attire la magie, mais c'est normal, hein. Mais par contre, voilà, il est capable de dézinguer contre Voltar. Voilà, en 2 tours, j'ai tué son sorcier, il a fait un seul tour de magie. Canon, très très bon choix. De là à en mettre 2, je suis pas sûr, parce que c'est quand même beaucoup de points. Et beaucoup de points qui potentiellement ne servent à rien. Certes, quand vous avez 2 canons multipliés par 2, les chances de faire quelque chose de correct, vous pourriez avoir un tour magnifique avec 2 touches de blé et en face dézinguer n'importe quoi. Mais vous pouvez aussi avoir 2 parties où les 2 canons ne font rien. Et là, ça fait quand même 640 points qui ne font rien. Ça, c'est un peu embêtant. Donc je pense qu'un canon, c'est une bonne chose à 4500 points. Un plus gros format, évidemment, on peut réfléchir au mettre 2. Mais je préfère garder les bombardiers qui vont avoir plus de versatilité. Donc en soi, ma liste me plaît. Je vais me la modifier un petit peu pour le prochain tournoi. Donc ça, vous verrez quand je vous présenterai la liste dans une autre playlist, hein, dans une autre vidéo. Soit cette liste me plaît bien. Pas grand-chose à y toucher pour le moment. Donc voilà, l'Asgard Summer Bash 2020 prend fin. C'était, donc comme je l'ai dit en intro, un très très bon tournoi. Donc je remercie énormément Seven et Jérôme, la pré-orga, l'orga du jour et la bienveillance qu'ils ont eue envers donc un autre joueur dont je tais le nom parce que je vais pas dire son nom sur un média comme YouTube, et moi-même, qui sommes des personnes à risque vis-à-vis de la Covid pour diverses raisons. Et du coup, il y avait cette bienveillance qui était de nous protéger en nous laissant à la surface, donc dans la boutique. C'est là aussi où il y avait moins de monde. Donc forcément, moins de monde, moins de promiscuité, donc forcément, moins de risques de choper cette saloperie. Donc voilà, merci encore à eux, et puis merci au tournoi en règle générale, parce que les Asgard Bash, que ce soit Summer, Christmas, ou même les quelques tournois que compte faire Seven sur un jour, comme j'avais fait l'année dernière, une Asgard Saturday Bash,
c'est vraiment top. En plus, on est vraiment très bien accueillis, la boutique est géniale, vous pouvez vous faire des petits achats bien sympas. J'ai pu m'acheter par exemple un laser juste avant le tournoi. On y mange très bien, les repas sont vraiment très intéressants, sont bons. Bon, j'en ai pas pris cette année parce que j'essaye de faire attention, mais le troll dog... c'est une tuerie, quoi. Donc, mangez-en, c'est très très bon. Le troll dog, c'est la vie, comme on dit. Et donc voilà, donc ouais, un tournoi où je suis très content de ce tournoi, hein, d'être revenu IRL, d'avoir revu les copains, d'avoir pu jouer avec eux. Resto du samedi soir avec les copains, ça aussi c'était top. Donc c'est tout, comme je le dis toujours, hein, le tournoi c'est pas que 5 parties, c'est 5 parties avec des gens parfois que vous ne connaissez pas, des listes que vous ne connaissez pas, des façons de jouer que vous ne connaissez pas, mais c'est aussi une ambiance un peu sportive, hein, on peut comparer ça avec un match. Et tout l'à côté, le fait d'être à l'hôtel pour certains ou chez les copains qui nous hébergent, de faire une soirée ensemble le vendredi, de faire une soirée ensemble le samedi, le voyage, hein, je suis revenu en voiture avec Voltar et je le remercie beaucoup. On a pu discuter alors du tournoi et puis d'autres choses, mais hyper agréable, c'est vraiment, ça vous fait un week-end entre amis. Et même si vous connaissez personne, vous allez vous faire des amis, donc n'hésitez pas à aller en tournoi. N'hésitez surtout pas à aller à la boutique d'Asgard à Rouen et de participer au tournoi qu'organise Seven là-bas, ils sont géniaux. Donc j'espère que ça vous a plu tout ça. Les retours sont extrêmement nombreux par rapport à d'habitude et extrêmement bons. Donc je vous en remercie tous vraiment beaucoup. Que ce soit sur YouTube, sur Facebook, par Messenger pour ceux qui me connaissent un peu plus personnellement. Je suis très content que ça vous plaise. Nouvelle version donc avec le visuel un petit peu à la White Dwarf avec les régiments. Moi je m'éclate à le faire. C'est un peu plus long mais je trouve que ça montre vraiment mieux comment ça se passe et ça me permet moi de faire moins de photos pendant les parties, de faire des photos des moments clés ou des beaux moments quand on a des belles figurines qui sont ensemble, etc. Ça me permet de faire ça et de pas vous noyer sous des photos floues, sous des photos où il n'y a pas grand-chose dessus qui se passe, ou alors rester en plan fixe sur une photo pendant que je déblatère ce qui se passe pendant le tour parce que j'avais qu'une seule photo à vous montrer. Donc voilà, vaut mieux je pense avoir le plan parce qu'au moins vous voyez tous les mouvements et tout. Alors on m'a fait la remarque que ça spoilait un petit peu parce qu'il y a les espèces de les kabooms, hein, les trucs qui font que il y a des morts. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ce spoil vous embête ou pas. Parce que je peux comprendre hein, que quand on arrive, quand j'annonce par exemple T4 et que vous voyez un gros kaboom sur le géant, vous savez qu'il va prendre des PV, voire qu'il va mourir. À vous de me dire, nul ce truc, moi ça me dérange pas. Hein. Donc voilà, je vous remercie énormément. N'hésitez pas à partager, à liker si vous le faites pas, à vous abonner si c'est pas fait. Voilà, moi je suis toujours content. Là on a encore gagné des abonnés, donc c'est cool. On est plus de 430 sur la chaîne, donc c'est vraiment génial. Et je vous dis à très très bientôt. Que le hobby soit avec vous.